Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les académiciens. Je vais vous présenter ce topo sur l'intelligence artificielle pour mieux connaître et traiter les artères. L'intelligence artificielle, elle nous entoure, on le sait, elle est partout dans nos vies, dans les téléphones, les réseaux sociaux, que ce soit dans le GPS. C'est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision. Et la robotisation a permis l'automatisation des tâches physiques et mécaniques, alors que l'IA a permis l'automatisation des tâches intellectuelles. L'IA, en fait, c'est pas un concept qui est très récent. Déjà en 1950, ça a été les prémices. Finalement, ça n'a pas vraiment pu s'épanouir parce qu'on n'avait pas les machines assez puissantes pour traiter cette intelligence artificielle. Puis ensuite, dans les années 2000, il y a eu un grand boom de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de données, hein, les big data, on a des machines extrêmement puissantes qui permettent de traiter finalement ces données. On a à nouveau des banques, des bibliothèques d'intelligence artificielle qui nous permettent aussi d'avoir toutes ces données. Dans le médical, bien sûr, on a l'IA dans le diagnostic, à savoir, nous avons maintenant des algorithmes qui permettent de détecter les cancers du sein de manière assez précise. On a la chirurgie robotique qui permet de diminuer les complications péropératoires et post-opératoires. L'IA sert aussi au développement de nouveaux médicaments, mais peut aussi permettre des systèmes de prévention. Typiquement, les montres connectées, les fréquences cardiaques peuvent aussi pardon, peuvent être utilisés dans un algorithme pour être un système de prévention finalement, et on pourrait faire une sorte de triage de toutes ces données. Alors, on va plus parler maintenant d'intelligence en chirurgie vasculaire. Pour la préparation des cas, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a l'imagerie médicale, on a le suivi du dossier médical et toute la prescription de médicaments qui permettent d'identifier les lésions, proposer des traitements et même identifier les bons outils et matériels à disposition. On peut analyser de manière automatique les imageries médicales. Chez nous, c'est beaucoup l'angioscanner. On se base dessus pour la prise en charge des anévrismes de l'aorte abdominale. Et c'est principalement sur des scanners injectés. Donc, on n'a pas tout le thrombus. Il nous manque des données. Et ça, c'est assez chronophage à faire. Ce sont des mesures manuelles, mais il existe maintenant des algorithmes qui permettent de le segmenter de manière automatique. On a aussi la planification chirurgicale assistée par l'IA, à savoir que si on donne assez d'informations sur la préparation des cas, sur les comptes rendus opératoires, on peut avoir une intelligence artificielle qui va nous alerter sur certains, finalement, passages importants ou complications possibles. En opératoire, on a le robot qui peut nous aider avec des aides visuelles, un guide vocal, un assistant de reporting. On peut même penser au stent sur mesure grâce à l'intelligence artificielle et même l'assistance robotique pour la chirurgie endovasculaire, naviguer à l'intérieur des vaisseaux grâce à des robots qui sont extrêmement précis. Dans le post-opératoire, grâce au compte-rendu, aux données cliniques, grâce aux matériaux, aux devices utilisés, on peut aussi prédire certaines complications, la détection de maladies précoces ou ou de risques post-opératoires. Il nous reste des problématiques assez importantes, à savoir chez nous, en intelligence artificielle et en chirurgie vasculaire, qu'est-ce qu'on peut développer. Concernant les calcifications artérielles et du thrombus, ça reste un de nos défis. Les conséquences de nos chirurgies, c'est une chirurgie à risque de vroskénose, d'ischémie, de complications. C'est une chirurgie qui a son lot de complications. Donc, on a besoin d'un diagnostic précoce, d'une évaluation précise pour un traitement efficace. Euh, dans la plupart de la chirurgie oncologique, on ne va pas seulement se baser sur une taille de lésion. Si on n'a pas d'histologie, on n'a pas de traitement maintenant. Mais en fait, c'est pareil pour la chirurgie vasculaire. Pourquoi est-ce qu'on se baserait seulement sur le scanner préopératoire et le taux d'oblitération, ou du moins la longueur d'oblitération, ou simplement le degré de sténose? On peut avoir beaucoup plus d'informations. Donc, nous, on se base principalement sur l'enjeu scanner, mais quand il y a une obstruction, finalement, la lumière du vaisseau n'est pas calculable et ça nous pose des problèmes pour savoir quoi faire. Donc l'IA nous permet d'analyser l'image, de quantifier la calcification et la lésion et permet aussi une segmentation automatique. On a des réseaux de neurones maintenant qui peuvent détecter toute la longueur d'une artère malgré le fait
qu'on n'ait pas de produits de contraste dans les vaisseaux. On peut maintenant évaluer le volume des calcifications, avoir une phénotypie, savoir, grâce au microscanner et l'intelligence artificielle, classer certains types de calcifications. Et ainsi, moi, je vais plutôt vous parler maintenant des travaux qu'on a fait à Strasbourg sur ce thème-là. Tout d'abord, on a essayé de penser comment est-ce qu'on peut corréler le scanner préopératoire et de l'histologie. C'était ça la grande question. Est-ce que, avec notre scanner préopératoire, qui est le départ de tout notre traitement, est-ce qu'on peut avoir plus d'informations que juste la longueur ou la sténose? Ainsi, pour ça, on a créé un protocole où, chez les patients amputés en transfémoral, on a récolté l'artère poplitée et on les a mises dans un microscanner, qui est un scanner beaucoup plus puissant avec une résolution extrêmement importante. Et on a aussi passé ces bouts d'artère en histologie. On a essayé de classifier ces lésions principalement comme riches en lipides, fibreuses ou calciques. C'est une approximation, ce n'est pas de l'histologie pure, mais c'est déjà beaucoup plus d'informations, du moins 3 fois plus d'informations qu'on a à la base. Donc on a réussi à montrer que le microscanner et le scanner, finalement, on arrivait à déterminer ces différents types de plaques. Le scanner, qui est la courbe du bas, est beaucoup moins performante. On a les mêmes unités Hounsfield, si on se base là-dessus. Et voici un petit peu ce qu'on a réussi à montrer. En haut, vous avez le scanner préopératoire en coupe longitudinale et transversale. On a aussi la rangée du milieu qui est le microscanner et l'histologie en bas. On a réussi à retrouver exactement les mêmes endroits. On voit très bien finalement les différentes lésions, mais on voit bien que sur le microscanner, on a une résolution qui est incroyable. Là encore, c'est un autre exemple d'une artère poplitée qu'on a prélevée en haut. En A1, c'est une radiographie. Et puis ensuite, on a le scanner, le microscanner et l'histologie. On arrive à déterminer si la plaque elle est fibreuse, si elle est plus lipidique ou bien si elle est plus calcique. Voici la différence juste au niveau des calcifications. En B, on a le scanner préopératoire. On voit que c'est relativement grossier. En C, on a le microscanner. On voit bien les deux types de calcifications. On a des toutes petites microcalcifications qui sont micronodulaires et des calcifications plus en nappe, en plaques. Et ça reste assez important. Dans ce même travail, on a essayé de caractériser aussi la plaque au niveau de la bifurcation aortique avec des données de protrusion, de distance et de courbure. Donc d'abord, on calcule une ligne centrale. On divise automatiquement la bifurcation aortique en 3 segments et puis on calcule la distance entre les calcifications et la ligne centrale, la circonférence des calcifications et la courbure de ces calcifications. Pourquoi? Pour avoir un seul vecteur mathématique, pour ensuite pouvoir le corréler avec les caractéristiques individuelles, les comorbidités et pourquoi pas même la perméabilité à long terme, la survie et la réintervention. Avoir un vecteur mathématique pour pouvoir prédire finalement ce que l'on peut faire. Si on revient encore sur l'artère fémorale superficielle, qui est mon sujet de recherche, on a aussi étudié la relation entre la plaque et le stent. Donc le traitement endovasculaire a pris un essor incroyable ces dernières années, avec le développement de stents, de matériaux en tout genre. Et on s'est demandé, la plupart de ces stents ont été développés globalement comme sur les coronaires. La plupart des études sont développées à partir d'histologie des coronaires. Mais on a extrêmement peu d'histologie des artères fémorales superficielles, ou du moins, tout est dérivé soit des coronaires, soit de l'expérimentation animale. On n'a pas de l'in vivo humain d'histologie. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? On a repris un petit peu nos artères de nos patients amputés en transfémoral et on a regardé ce qui avait un stent dedans. Qu'est-ce qu'on peut apprendre dessus? Donc il y avait 2 types de stents, principalement les stents non couverts, des stents donc juste une armature métallique, ou bien des stents à élution médicamenteuse. On a étudié quel est le type de plaque. Globalement, il y avait principalement des plaques avec du calcium et très peu de plaques fibreuses. Qu'est-ce qu'on voit? Entre les stents qui étaient toujours perméables et les stents qui étaient bouchés, on sait que finalement, l'air de la plaque en dessous est très important. Donc finalement, cette plaque en dessous, il va falloir la caractériser d'autant plus. Pourquoi ces stents ont échoué? On a fait une analyse histologique et microscanographique pour essayer de déterminer la cause de la thrombose de ce stent. Donc là, on a le scanner préopératoire, on a le scanner avec le stent, le microscanner avec le stent et l'étude histologique. On voit ici que ce stent a été mis en dissection. On a aussi d'autres images
de fracture de stent, typiquement, à l'intérieur des vaisseaux. Il y a un petit bout de stent qui allait à l'intérieur du vaisseau et qui a créé un thrombus. Là, on le voit très très bien grâce au microscanner. On a aussi, ici, on voit bien une plaque calcique qui entraîne, a priori, un phénomène de resténose par la suite. On a aussi les malappositions, à savoir que finalement, une calcification qui protrude de cette manière dans le vaisseau et un stent qui ne s'applique pas à la paroi, eh ben, crée du thrombus. Voilà. Et maintenant, l'intelligence artificielle. Donc, avec tout ça, on s'est dit, bon, on a de l'histologie, on a du microscanner, est-ce qu'on ne pourrait pas automatiser tout ça? Donc, sur plus de 100 coupes histologiques, j'ai annoté pixel sur pixel quelle était la traduction du microscanner à l'histologie pour pouvoir donner ces datas à un algorithme qui va pouvoir passer et segmenter automatiquement ce microscanner pour qu'on ait finalement qu'avec le microscanner une analyse histologique. Là encore, c'est une analyse histologique, on va dire, de première intention, sans détails cellulaires, mais quand même assez poussée, à savoir qu'on arrive à avoir des tissus lipidiques, à avoir des calcifications nodulaires ou des calcifications en nappe. Donc ça, en haut, c'est l'histologie. Ici, on a le microscanner. Et ça, c'est toutes les annotations que j'ai faites sur le microscanner. Finalement, on a utilisé un réseau de neurones, on lui a appris qui correspondait à quoi, et on arrive finalement à ça, à une classification histologique de la lésion, sans avoir à découper notre spécimen, ce qui est finalement assez important. On arrive même à avoir des euh, reconstructions 3D, et là on voit bien le degré finalement de détail qu'on pourrait avoir sur une artère. Donc on a les plaques lipidiques, un bout de thrombus, la plaque fibreuse, tout ça, c'est des informations qu'on a déjà. Bon, on ne peut pas amputer tout le monde pour avoir l'histologie, hein. Donc il va falloir qu'on essaye d'utiliser toutes ces données pour peut-être nourrir un nouvel algorithme qui va pouvoir utiliser les données du scanner préopératoire pour avoir de l'histologie. Ce serait ça l'intérêt du microscanner au milieu, qu'il donne plus d'informations, vu qu'on sait que ça se corrèle, pour pouvoir avoir une analyse histologique. Donc, dans un premier temps, ben, c'est un travail assez lourd pour pouvoir déterminer les différents types histologiques. On a décidé de se concentrer sur la calcification. Donc, les deux types de calcification qui finalement sont très importantes. Donc, grâce à ça, on a donné les datas de la calcification et de la segmentation automatique à un nouvel algorithme qui va pouvoir essayer de nous passer de ce microscanner préopératoire avec plein d'artefacts à quelque chose de plus proche d'une résolution histologique. On n'y est pas encore tout à fait, mais on arrive à voir que ça diminue l'artefact. Et le but du jeu, ce serait vraiment au moins d'avoir la différence entre ces toutes petites calcifications et les grosses calcifications en nappe. Ça pourrait nous aider beaucoup dans les stratégies de prise en charge endovasculaire. Donc finalement, la segmentation automatisée par l'intelligence artificielle, ça offre non seulement des améliorations significatives en termes de rapidité et de reproductibilité, mais ça nous permet aussi une représentation 3D des lésions vasculaires qui facilite vraiment la caractérisation des plaques. Donc on pourrait finalement utiliser notre scanner préopératoire qu'on a de toute façon avec les données de cet algorithme pour avoir une définition plus précise de chaque lésion. Donc, le diagnostic serait plus rapide avec un traitement personnalisé. Il faut savoir qu'on a des stents maintenant à élution médicamenteuse, ouverts, avec différents types d'alliages, et on les met principalement sur juste deux indications, une longueur de sténose ou bien une longueur d'oblitération, et puis c'est tout. On pourrait avoir du coup beaucoup plus d'informations pour se dire, ben, ce stent-là, dans ce type de plaque principalement fibreuse, et ben, en fait, on a une perméabilité qui est beaucoup plus importante. Par contre, il reste encore à faire un petit peu de validation clinique des algorithmes. L'interprétabilité des modèles d'intelligence artificielle reste encore à faire. Et puis, il faut aussi avoir des confidentialités. Il y a toujours un problème de confidentialité de données dans l'intelligence artificielle. Du coup, quelles sont les perspectives des algorithmes plus précis et plus accessibles? Alors, bien sûr, si je vous parle de mon projet, ce serait d'avoir une segmentation histologique beaucoup plus poussée que juste avec les calcifications, mais on travaille là-dessus. Il faut bien sûr des collaborations interdisciplinaires, des chirurgiens, des radiologues. Il faut travailler avec, c'est pas moi qui vais faire les réseaux de neurones, mais avec nos collègues étudiants en ingénierie, et puis pour aller vers la médecine plus personnalisée. Il faut bien sûr investir dans la recherche et la formation pour maximiser ce potentiel-là. Voilà, merci beaucoup.
Merci. Merci Salomé. Je pense qu'il y a des questions. Je voulais vous féliciter, c'était remarquable de clarté et puis en plus une femme qui présente et un timing parfait. Bravo. Moi, je ne connais pas du tout la pathologie vasculaire et je m'en excuse, mais vous avez montré que vous arrivez à peu près à répartir grâce à vos systèmes, vos plaques en 3 parties, celles qui sont lipidiques, celles qui sont fibreuses, celles qui sont plutôt calciques. Vous n'avez pas des mélanges, des interférences, des subtilités quand même au-delà de ces 3 groupes? Ah bien si, bien sûr. Il y a beaucoup de subtilités et il y a beaucoup de mélanges. C'était plus facile pour le début, du moins, d'essayer de prendre une lésion et la majorité de sa composition. Mais le but du jeu, ça va être de pouvoir nuancer tout cela pour se dire, ben, en fait, c'est principalement du calcaire, mais on a une partie plutôt thrombotique. Ben, en fait, si on arrive à identifier finalement le volume ou l'aspect de cette plaque, essayer d'adapter notre traitement. Et ça, ce serait idéalement, on irait vers quelque chose de même histologiquement encore plus poussé. Mais ce sont des calculs compliqués. Il faut d'abord... c'est une première étape. C'est une première Une étape sur quelque chose. simplification, oui. Voilà. Et juste par rapport à l'histologie, que je ne connais pas du tout, je m'en excuse, mais est-ce que vous faites que des analyses morphologiques de vos plaques ou vous utilisez de l'immunohistochimie pour essayer d'identifier certains composants? Alors, sur ces travaux-là, non, j'ai fait que de l'analyse morphologique, j'ai pas Oui. fait d'immunohistochimie. Mais c'est vrai que finalement, on peut combiner, grâce à l'intelligence artificielle, beaucoup de choses parce qu'il y a énormément de données maintenant phénotypiques, on a de la génétique poussée, on a la mécanique des fluides aussi qui peut être prise en compte. Et finalement, l'intelligence artificielle pourrait nous permettre de combiner tout ça, avoir des données morphologiques, mais aussi avoir des données hémodynamiques assez importantes. Mais ça, ce sera... Et potentiellement évolutif, quoi, sur certains facteurs. Exactement. Merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y a des questions dans la salle. Oui, Jean-Claude, coup final. Oui, bon, d'abord vous féliciter, dire que sur le plan méthodologique et le fait d'utiliser les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, je pense que vous avez des modèles et une discipline qui est correcte. Là, je vais vous parler non pas en tant que celui qui s'intéresse de l'innovation à l'Académie de chirurgie, mais en tant que chirurgien vasculaire. Quand je vois votre topo, j'ai l'impression qu'un aviateur s'intéresserait à la traînée, mais voilà, mais pas à la portance. C'est-à-dire qu'en fait, toute la problématique du vasculaire et de l'endovasculaire et de nos traitements que l'on fait, c'est à la fois effectivement un traitement mécanique, ce que vous abordez de manière intéressante, et c'est un élément, je veux dire, hémodynamique qui est quasiment capital. Je veux dire, dans la thrombose, essayer de voir si on a une modification du stent, etc. Oui, d'accord, on l'a. Et ce que vous décrivez, c'est des malpositions, des anomalies, des fractures, etc. Mais souvent, les stents se bouchent, je veux dire, parce que l'indication, on n'a pas de lit d'aval en dessous. Donc, ce qui est important, c'est aussi d'intégrer des données physiologiques et hémodynamiques, comme, je ne sais pas, par l'impédance, par etc. Ce qu'arrive à faire, là, on a, je pense à Frédéric Vin qui est avec nous, on a quand même par l'échographie, par le Doppler pulsé, par un tas de méthodes, on a aussi beaucoup d'éléments. Donc, je pense que c'est un segment de recherche qui me semble très important, mais qui est intégré véritablement dans un tout, parce que voilà, les vaisseaux, si vous n'avez pas de lit d'aval et que vous traitez une lésion, on n'aura pas de bons résultats. Mais c'était juste un commentaire, parce que la méthodologie, au point de vue de l'approche, me semble excessivement intéressante et surtout rigoureuse. Merci. C'est Jean-Claude qui organise toujours le congrès chirurgie 4.0. Donc, il adore l'IA. D'accord. Alors, je voulais faire aussi un commentaire, je suis tout à fait d'accord. Je veux dire, à un moment donné, quand le sang bute sur un mur, ben, il bute sur un mur. Ce qui est important, c'est que la composante cicatrisation des stents, elle est quasiment pas du tout connue chez l'homme. Il y a 4 ans, Salomé a fait une revue de la littérature pour retrouver tous les papiers où il y avait une analyse histologique de stents implantés chez l'humain.
Sur les millions de stents qui ont été implantés sur l'artère fémorale superficielle, il n'y avait que 23 stents qui avaient été étudiés, dont 15 dans notre structure. 23 sur des millions, tirer des conclusions sur la cicatrisation, on peut imaginer que c'est hâtif et on n'est vraiment pas curieux. Donc c'est vraiment aussi cette composante, vous avez tout à fait d'accord, c'est tellement multifactoriel qu'il faudra amener les choses et incrémenter les algorithmes, mais en commençant un petit morceau par un petit morceau. Et vous avez tout à fait raison. Hubert Joannet, qui est notre vice-président de l'Académie nationale de chirurgie, c'est-à-dire le futur président. Sur le bouton, il n'y a pas de rouge. Voilà, bon. Bon, merci beaucoup. Ça démarre. On n'a pas encore les résultats, mais ça va venir. Ce que vous venez de dire, en fait, ça veut dire aussi que ça suggère que il y a peu de chirurgiens qui font de la recherche, mais il y a beaucoup de chirurgiens qui opèrent. Et il est vraiment maintenant très important que tous ces chirurgiens qui opèrent transmettent leurs data vers vous qui faites de la recherche pour accumuler et pour pouvoir produire des résultats. Cela d'autant que ce sont des data de patients français et que donc ça a son importance. Parce que savoir si la calcification elle est comme ci ou de telle composition comme ça, il est vraisemblable qu'au Kansas, c'est peut-être pas les mêmes. Et donc là, il y a des enjeux quand même très importants et des enjeux d'organisation professionnelle. C'est-à-dire que tous ces collègues qui mettent des stents toute la journée, à partir du moment où ils ont un outil simple pour vous transmettre les data à analyser, ça vous aidera beaucoup et ça aidera, vos recherches aideront la collectivité. Et ce que je dis là est valable pour les stents, mais c'est valable pour toutes les évolutions, toutes les recherches cliniques dans toutes les spécialités. J'ai une toute petite question, mais qui n'a rien à voir avec votre sujet, mais qui m'intrigue quand même. Moi, je regarde des mammographies toute la journée. Et bien sûr, on est frappé par ces calcifications vasculaires. Je ne parle pas des calcifications de cancer du sein, ça on maîtrise, mais ces calcifications vasculaires qui progressent comme ça d'une mammo sur l'autre, qui sont nombreuses, qui sont variables selon les patientes, et on n'en fait rien jamais. Et on se demande ce qu'il faudrait faire de cette espèce de score calcique intramammaire qu'on voit et qui nous semble avoir quand même une valeur prédictive de ce qui va se passer sur le plan vasculaire de la patiente, mais c'est jamais analysé. Et c'est des bases de données monstrueuses, quoi, qui sont énormes. Exactement, ce serait extrêmement intéressant aussi de corréler ça à peut-être des facteurs de cicatrisation après par rapport à une intervention chirurgicale oncologique. Ou des facteurs de risque vasculaire, enfin, qu'on tout à prendrait fait. quand on opère les gens. Mais je me dis, on a de telles bases de données, là, c'est pas 23 cas, c'est des millions et des millions de mammographies qu'on a gardées, qu'on analyse par IA d'ailleurs. Et puis, on n'en fait vraiment rien, personne n'en fait rien dans le monde entier, donc je trouve que c'est dommage. Carole, c'est un sujet fabuleux, là, parce que je veux dire, on a le score calcique des artères coronaires, sur lequel a travaillé Ronald, sur lequel on a effectivement des éléments vitaux. Je veux dire, on a des scores vitaux pour les patients, etc. Et puis, Donc, on a les données évolutives, puisqu'on les voit tous les 2 Ouais. ans. Le dépistage organisé, c'est toutes les femmes de France entre 50 et 74. On poursuit au-delà de 74. On a une très belle évolution naturelle de ce qui se passe. On regarde et on ne sait pas du tout quoi en faire. Donc, on les occulte et c'est peut-être dommage. C'est largement une tranche d'âge dans laquelle on calcifie ses artères entre 50 et 74. Micro. Pardon. Oui, non, tout à fait. Je disais, la tranche entre 50 et 74, c'est largement une tranche d'âge au cours de laquelle on calcifie ses artères, hommes ou femmes, et incontestablement, le concept de score calcique coronarien rapporté au score calcique mammaire vasculaire, certainement... Enfin, on sent, on pressent qu'il y a quelque chose en dessous à chercher, quoi. Il faut Les bases de certainement données utiliser sont ça. là, mesdames, messieurs. Donc, il faudrait peut-être y aller, regarder si on peut en faire quelque chose. Au boulot, on va s'y mettre. Merci. Merci beaucoup.